Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui. La première fois qu'on s'est rencontrés, si je me souviens bien, c'était dans un petit café ou restaurant parisien, vegan ou végétarien. Bon, faut reconnaître que le lieu était un peu bobo, mais finalement, moi, bobo, ça me choque pas tant que ça, parce que ça veut dire quoi, bobo? Ça veut dire qu'on a un certain confort, voire une certaine reconnaissance, mais que pour autant, on estime que ça va pas de soi, qu'il faut peut-être le déconstruire ou le remettre en cause. Donc je trouve que c'est pas si insultant qu'on feint de le croire parfois. Et puis, il me semble qu'on s'est plutôt bien entendu, parce qu'après 2 heures de discussion, on est presque arrivé à la conclusion qu'on était, ou peut-être qu'on avait envie d'être, ou de devenir des pirates, un peu de notre discipline. Hein. Je me souviens qu'on a utilisé ce mot-là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on avait derrière la tête, mais moi, ça m'a fait penser à une petite phrase de Foucault qui disait, à propos des hétérotopies, ces lieux radicalement autres, les civilisations sans navire sont comme les enfants dont les parents n'auraient pas un grand lit interdit sur lequel ils peuvent secrètement jouer. Leurs rêves alors se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsaires. Alors je ne pense pas que c'est parce qu'on se prenait pour des corsaires à la beauté ensoleillée, hein, pas du tout, mais c'est parce qu'on avait peut-être en commun ce désir d'explorer des lieux qui n'étaient pas forcément seulement des boutures ou des hybridations, mais qui étaient complètement ailleurs. Et moi, de ce que je connais de ton travail, c'est-à-dire finalement assez peu, ton très beau livre, c'est comme ça que je t'ai découvert, et puis les quelques discussions qu'on a eues, les quelques articles que j'ai pu en partie comprendre, il me semble que c'est un peu ton objet aussi, non? Oui, moi je me suis jamais senti à l'aise à l'intérieur des frontières d'une discipline. J'ai fait des études de lettres et de sciences humaines, mais déjà la simple idée de n'étudier par exemple qu'une littérature dans une seule langue me gênait. Donc je me suis orienté vers une littérature qu'on appelle comparée ou générale, mais en fait c'est des dénominations qui moi me paraissent un peu étranges parce qu'elles sont venues contrer ce qui s'est joué au 19e dans l'université où l'enseignement de la littérature s'est divisé et s'est construit de façon nationale. D'ailleurs, ça a vraiment accompagné la constitution des nations, notamment européennes, en tant que telles. Donc, quand on étudie la littérature, il faut choisir entre la littérature allemande, la littérature française, anglaise, etc. Alors que si, par exemple, on étudie la physique, on ne va pas étudier une seule physique. On va commencer par étudier les différentes branches de la physique. Si on étudie la philo, on va étudier des Grecs et des Allemands et des Anglais. On ne va pas forcément choisir d'emblée une tradition. Donc il y avait une première frustration de ma part de ce point de vue en termes de limitation disciplinaire qui était pourquoi est-ce qu'a priori je déciderais qu'il n'y a que des textes publiés en français qui vont m'intéresser? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire prendre les choses à rebours, déterminer des objets qui sont ceux qui m'intéressent et les suivre où qu'ils m'emmènent? Et donc où qu'ils m'emmènent, ça veut dire en littérature allemande ou en littérature américaine, mais ça peut aussi vouloir dire du côté de la science politique, du côté de la sociologie, du côté de l'histoire si nécessaire, prendre une question et regarder comment elle se déploie. Dans un premier travail de recherche que j'ai fait sur la question de la diversité culturelle, religieuse, idéologique de nos sociétés, donc le pluralisme, hein, ce qu'on appelle le pluralisme, et la façon dont des romanciers du XXe prennent ça en charge, ça a donné un livre ensuite. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire cette question des tensions que crée la diversité dans nos sociétés. Quand s'affrontent des groupes qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes options idéologiques, eh bien, en fait, c'est une question pour tout le monde. Et donc, c'est une question pour les philosophes de la philosophie politique anglo-saxonne, mais c'est aussi une question pour des gens qui s'intéressent à l'histoire. Par exemple, j'ai bossé sur Salman Rushdie, donc l'histoire de l'Inde, les conflits entre hindous et musulmans en Inde, ou les conflits liés à la colonisation en Inde. Et puis, c'est aussi une question d'esthétique, puisque le roman est un lieu comme ça qui permet d'articuler des traditions distinctes, des niveaux de langue distincts, des styles et des points de vue. Et de ce point de vue, c'est un genre qui me plaît parce que je lui vois quelque chose de très généraliste, de très spontanément interdisciplinaire ou indiscipliné. Il y a quelque chose de rebelle, pour rejoindre ce que tu disais sur les pirates. Le roman est aussi un genre qu'on a dit souvent bâtard, mais qu'on pourrait dire aussi pirate ou de contrebande. Et je l'ai étudié comme tel, mais j'essaye aussi, puisque je suis aussi donc écrivain, de le pratiquer comme tel, c'est-à-dire un lieu qui refuse de se spécialiser, de ne voir qu'une partie de l'existant ou de la vie, mais qui va
observer une même réalité en changeant de lunettes, en changeant d'optique très fréquemment. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis sur le fait qu'il faut peut-être s'emparer de l'objet et le suivre. Parce qu'il me semble que l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de renverser l'ordre, non pas de domination, mais au moins de primalité. C'est-à-dire non pas d'abord voir la taxinomie et se demander dans cette catégorisation où dois-je me placer, mais effectivement créer l'objet, qui peut être réussi ou raté, la question de la qualité est indépendante, mais il faudrait que le cloisonnement du réel soit en quelque sorte a posteriori de l'œuvre et non pas a priori du geste de pensée qui devrait se formater à quelque chose qui quand même a un effet un peu sclérosant finalement sur la pensée, parce que tous les hybrides, toutes les chimères, tous les êtres un peu en tension avec la tradition dont ils sont issus vont vraisemblablement avoir une existence difficile, non pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de l'absence de lieu pour les recevoir. Et ça, effectivement, c'est un problème qui est très récurrent et par rapport auquel je trouve que oui, ton travail joue un rôle essentiel. Mais moi, je crois que dans ce désir qui nous anime d'appréhender les choses de façon multiple, ce qui est important peut-être aussi, c'est de se rendre compte que ce n'est pas simplement une manière d'enrichir notre expérience par rapport à un pôle de compétences ou d'excellence universitaire. Je crois que c'est aussi parce que fondamentalement, on ne peut pas faire autrement, parce que le réel lui-même est en quelque sorte intrinsèquement multiples. Tu sais, tu prenais l'exemple de dire on regarde de multiples manières comme ça. Donc en physique, nous, évidemment, on le sait bien, enfin tout le monde le sait bien, mais en physique en particulier, on le sait bien, parce que si on veut regarder le cosmos, il faut regarder à plein d'énergies différentes, plein de longueurs d'onde différentes, et il apparaît alors que les visages qui se révèlent sont extrêmement différents. Mais moi, par exemple, quand j'ai aussi tenté cette multi-aventure en démarrant un cursus de philosophie, c'était pas tellement pour enrichir mon expérience de physicien, en fait. C'était plutôt parce que j'ai acquis la certitude, ou la conviction, que la physique ne disait pas tout du réel. Et qu'en réalité, la philosophie, probablement, si tout se passe bien, allait peut-être donner quelques cordes supplémentaires à l'attirail du physicien, mais qu'en réalité, il y avait aussi beaucoup d'objets qui ne pouvaient pas s'appréhender d'une manière physique. Et ça, c'est quelque chose, en effet, que l'institution a un peu du mal à voir. Parce que moi, je me souviens qu'on m'a dit, bah voilà, tu es physicien, tu t'intéresses à la philo, donc tu vas faire de l'épistémologie, de la philosophie des sciences. Et moi, j'ai fait mon master en esthétique et ma thèse sur complètement autre chose, plutôt en métaphysique. Et ça, c'est une idée qui est difficile, parce que on est quand même un peu contraint, me semble-t-il, par l'environnement culturel, institutionnel, universitaire, à finalement choisir son camp, y rester et y développer un maximum de compétences. Et effectivement, l'enjeu, il est à la fois culturel, mais il est aussi un peu institutionnel de tenter de s'extraire de ces choses. Et peut-être aussi de l'enseignement, d'ailleurs. C'est vrai qu'on arrive au terme d'un long processus historique qui a été celui d'une division des tâches. Si on remonte très loin, si on prend Aristote, il y a un quart des livres d'Aristote qui sont consacrés à la biologie et qui commencent cette pratique de la classification du réel qu'on va appeler après la taxinomie dont tu parlais. Mais il s'est aussi intéressé à la politique, il a aussi écrit le texte fondateur de la théorie littéraire qui est la poétique, où il parle des différents genres. Donc il était capable d'une circulation à travers plein de zones de savoir. Et évidemment, on ne peut pas vraiment revenir en arrière, c'est-à-dire que la division des tâches, le processus de spécialisation, il est sans doute lié de façon très, très directe à la montée en complexité de chaque discipline, à l'accumulation des savoirs. Un auteur qui m'a intéressé de ce point de vue, sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est Robert Musil, qui est autrichien, qui a vécu dans la première moitié du XXe, et qui, dans son roman L'homme sans qualité, parle de ça comme d'une crise de croissance du savoir, en fait. C'est le moment où on se rend compte que l'idéal de l'honnête homme, qui a animé la Renaissance, qui était présent aussi donc chez des gens comme Descartes, etc., et puis au XVIIIe siècle, n'est plus tenable. On ne peut plus tout savoir. Il raconte un épisode de ce point de vue où un général qui décide d'aller explorer une bibliothèque parce qu'il veut comprendre l'esprit civil. Il connaît l'esprit militaire, mais il a aussi envie de comprendre l'esprit civil. Et donc, il s'adresse aux bibliothécaires et il leur demande, au fond, si je voulais lire les livres les plus importants qu'il y a dans votre bibliothèque impériale, lesquels faudrait-il lire? Et les bibliothécaires lui répondent qu'il faudrait bien plus d'une vie pour les lire tous, et qu'eux-mêmes, pour se préserver du vertige, de l'impression de chute dans un puits sans fond qu'ils pourraient avoir, ne peuvent plus en fait entrer dans le contenu des livres et sont obligés de s'en tenir au résumé et au thème des matières, sinon ils s'estiment absolument perdus.
Et donc évidemment, il y a une vraie déception là-dessus. Alors cette déception, dans cet exemple-là, elle est marquée de manière assez naïve, mais Musil la traite aussi d'autres manières, comme la totalisation est devenue impossible. Et pour autant, on ne peut pas non plus accepter de s'en tenir à un timbre-poste de savoir, il dit à un moment donné, à quelques millimètres carrés de savoir, en ayant l'impression que si on en sort, on va se mettre à dire des bêtises, et donc on va déchoir, et donc on va perdre une légitimité, une force, une puissance, et c'est plus la peine de faire ça. Mais c'est la même époque où des gens comme Bergson en philosophie montrent quelque chose qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la multiplicité du réel, c'est-à-dire critique ce qu'on appelle parfois l'intellectualisme, c'est-à-dire l'idée que notre esprit pourrait créer des catégories dans le réel, que ces catégories auraient des bords, que ce serait comme des carrés avec des bords bien tranchés, bien coupants, alors qu'en fait, les choses sont plus mouvantes, et la pensée doit s'efforcer de se rapprocher de ce mouvant, et le réel n'est pas forcément fait pour correspondre aux catégories qu'on crée pour l'appréhender. Et quand on fonctionne seulement par étiquette ou par catégorie, on manque l'essentiel. Alors ça vaut pour des choses assez intellectuelles, mais ça peut valoir aussi pour des choses très quotidiennes. Moi, c'est un exemple que je prends souvent à cet égard. Je crois qu'il est pris aussi par Edgar Morin, qui est quelqu'un qui a aussi voulu développer la pensée complexe, et donc qui a à voir avec les affaires qu'on discute ici. C'est celui de l'amour, tout simplement. On peut savoir où, quand on est dans le noyau dur de l'amour, on le sait. Et on va nommer ça amour, et on le dit avec un certain degré de certitude. Mais quand on s'en éloigne, ça n'est pas un carré dont brusquement on sortirait en tombant dans un non-amour. Il y a évidemment des degrés, et on est soi-même mouvant, on gravite autour de ce pôle, comme un électron graviterait autour de son noyau, en s'en éloignant, en s'en rapprochant, et on ne passe pas d'un état 0 à un état 1. C'est évident que c'est plus complexe que ça, ce qui se joue, et chacun peut l'avoir ressenti. Et j'ai l'impression qu'avec les objets intellectuels, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, j'ai pu dire de certains romanciers qu'ils étaient pluralistes, donc ils étaient attachés à représenter la société et le réel selon différents angles de vue, je ne voulais pas dire qu'à côté, il y a des romanciers qui sont absolument non pluralistes. Je concevais vraiment ça comme un pôle d'attraction, et dans certaines de leurs œuvres, ils peuvent en être plus proches. Dans d'autres, ils peuvent revenir à un désir plus de totalisation, où le réel pourrait être compris par une seule pensée, etc. Et donc, au cours de leur vie, au cours de leur œuvre, ils évoluent aussi par rapport à ça. Mais ça reste un centre d'intérêt qui les attire. Oui, j'adore ta métaphore de l'électron à propos de cette question centrale du sentiment amoureux, parce que elle est particulièrement excellente dans la mesure où en réalité d'ailleurs l'électron n'orbite pas autour du proton. Ça c'était un peu, n'est-ce pas, l'image d'Épinal de la vision système céleste miniature. Ce que justement la physique quantique nous a appris, c'est que l'électron est délocalisé autour du proton et qu'on a une fonction d'onde qui témoigne d'une certaine densité de probabilité de présence. Mais en fait l'électron il est un peu partout en même temps avec simplement différentes intensités. On pourrait dire différentes comme ça capacités à l'instanciation presque épiphanique, plus ou moins loin du proton, et donc il est intrinsèquement à la fois proche et loin, avec simplement différentes modalités d'être en quelque sorte. Et donc effectivement, je crois que tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que oui, ça ne se résume pas simplement aux 3 choix Facebook, quoi, où on est libre en couple, où c'est compliqué, si je me souviens bien. Déjà, c'est déjà pas mal qu'ils aient mis c'est compliqué. Ça aurait pu être pire. Mais enfin, ou alors il faudrait tous qu'on coche c'est compliqué finalement. Ça serait ça l'acte de résistance. Et c'est vrai que ce problème de la catégorisation, je pense, nous induit à penser à un double écueil. Parce que d'un certain point de vue, il y a en effet un risque qui est le risque du touche-à-tout, de la perte de sérieux et donc finalement de la dénaturation du cœur même des pensées dont on tente de s'emparer. Ça, on le voit bien avec la physique quantique, par exemple, puisque je viens de prendre cet exemple, qui est récupéré par tous les charlatanismes pour tenter de justifier les positions les plus délirantes et parfois même les plus dangereuses d'ailleurs. Si on tape physique quantique dans un moteur de recherche, avant de trouver les articles sérieux, on trouve les justifications les plus aberrantes de tous les mauvais spiritualismes. Je dis bien mauvais, hein, parce que la spiritualité en tant que telle est quelque chose de tout à fait digne
est louable, mais pas évidemment une version dévoyée dans laquelle une mauvaise science serait utilisée pour justifier une mauvaise posture arbitraire. Donc je pense qu'il est raisonnable qu'il y ait une exigence, non pas de sérieux, mais au moins de rigueur. C'est-à-dire on ne peut pas dire n'importe quoi, ou en tous les cas on ne le peut pas impunément. Mais il y a un autre écueil, qui est l'écueil inverse, et qu'on a vu, je trouve, un peu dans le domaine des sciences dures, avec ce que j'appellerais la sombre affaire Sokal. Il y a une vingtaine d'années, un physicien américain, tout à fait recommandable en tant que physicien, s'est cru devoir partir en croisade contre la philosophie dite postmoderne, qu'en réalité d'ailleurs personne n'appelle postmoderne sauf ses détracteurs. Donc disons ce courant de philosophie française continentale qui engloberait Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Lyotard, Foucault, Jean-Luc Nancy, enfin voilà, cette nébuleuse. Et Sokal a fait quelque chose d'assez drôle en fait, il a fait un canular. Donc il a écrit un très mauvais texte philosophique, absolument indéfendable, dans un style postmoderne qu'il a réussi à publier. Jusque-là, moi je trouve que c'était pas mal en fait, ça voulait dire, vous voyez finalement les revues à comité de lecture, le système des pairs, ça ne vaut pas grand-chose puisqu'on peut publier quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Et à ce stade, j'étais encore assez solidaire finalement de son geste, que je trouvais amusant et qui pointait en effet un dysfonctionnement de notre petit microcosme institutionnel. Mais après, c'est allé beaucoup plus loin. Et il y a eu ce livre avec Jean Bricmont qui s'appelait « Impostures intellectuelles ». Et là, c'était beaucoup plus grave, parce que d'un seul coup, c'était toute une mouvance philosophique qui se trouvait disqualifiée. Et disqualifiée pourquoi? Parce qu'il lui arrivait en particulier d'user de métaphores philosophiques, d'origine scientifique. Alors, parfois, il y avait des erreurs. Par exemple, Jacques Lacan parle de la divergence de la fonction exponentielle en zéro. Il se trouve que la fonction exponentielle ne diverge pas en zéro. Donc ça, c'est tout à fait normal. On corrige une erreur et il faut le faire. Mais Sokal est allé, je crois, beaucoup plus loin que ça en tentant de moquer, finalement, l'ensemble d'un courant philosophique extrêmement riche. Et de le moquer pourquoi? Parce qu'il ne satisfont pas aux critères de rectitude scientifiques. Et ça, je crois que c'est un geste d'une très grande violence intellectuelle. Parce qu'on applique à un jeu intellectuel des règles qui ne sont pas les siennes. Et donc on le disqualifie. Mais moi, j'avais été invité une fois à un séminaire à Normal Sup sur Sokal. Alors d'ailleurs, c'est très drôle parce que je pense que les organisateurs m'avaient invité en se disant il faut inviter un physicien qui va défendre Sokal, mais j'ai vraiment pas pu faire ça. Donc j'ai joué le jeu de lire un article de physique mathématique de Sokal du point de vue de Heidegger. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Heidegger, peut-être pour être politiquement incorrect. Et évidemment, c'est très facile de montrer que du point de vue des schèmes de la philosophie de Heidegger, mais on aurait pu le faire avec n'importe qui d'autre, eh bien l'article de Sokal était aberrant. Dès la première ligne, il était absolument contradictoire. Et pourquoi ça ne marchait pas? Non pas parce que l'article était mauvais, mais parce qu'il ne fallait pas préjuger de son sens d'un point de vue qui n'était pas le sien. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, on doit naviguer entre ces deux écueils. Comme tu le disais, un peu de spécialisation parce que ne rien connaître, c'est effectivement projeter sur les mots des fantasmes et donc faire offense aux différentes disciplines. Et en même temps, s'imposer de tout connaître, s'interdire la déterritorialisation et faire comme si, et là aussi je pense que Morin et Bergson finalement ont un rôle très important, faire comme si les catégories étaient naturelles. C'est terrible ça. Moi je crois que ce qui est grave, ce n'est pas d'user de catégories, parce qu'il le faut bien, mais c'est de récuser la destructibilité de ces catégories. C'est d'oublier que finalement elles sont aussi un produit du jeu et que changer la position des murs, voire faire le mur, passer par-dessus, ça fait partie finalement du cœur de la démarche, quoi. Oui, ça me fait penser à deux choses. Sur le premier écueil que tu mentionnais, je crois que c'est dangereux et illusoire de croire que la connaissance, le savoir, y compris scientifique, pourrait émerger, se produire, grandir sans être entouré d'une zone grise de savoir un peu frelaté et d'un océan de non-savoir. Cette chose-là ne peut pas se produire. De même que l'excellence artistique n'arriverait jamais si elle n'était pas entourée d'œuvres plus ou moins bonnes et d'un continuum qui mène à des œuvres de plus en plus médiocres. Donc, les gens qui déplorent l'état d'un champ artistique en disant qu'on ne voit pas trop émerger de grandes œuvres, souvent n'ont pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait quelques grandes œuvres de temps en temps, il faut bien qu'il y ait des essais, des erreurs, un vivier, des gens, pour certains pas très doués, qui tous cherchent, et puis certains, à un moment donné, se dépassent, passent des portes, percent des murs et arrivent à de grandes choses. Et dans le savoir scientifique, c'est
c'est la même chose. Cette crise de croissance du savoir dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi représentée en littérature par Flaubert dans Bouvard et Pécuchet. Les deux copistes qui deviennent amis, qui s'isolent en Normandie et qui, chapitre par chapitre, tentent toutes les disciplines. À chaque fois, ça mène à des échecs. Et on a l'impression parfois, où on dit un peu vite, que c'est un livre sur l'impossibilité de la connaissance ou la relativité du savoir, etc. Mais en fait, c'est pas tellement ça quand on y regarde mieux, parce que ce sont des gens qui cherchent à atteindre le savoir alors qu'ils n'ont pas du tout les conditions pour le produire ou pour l'appréhender. Ils sont coupés de toute communauté scientifique, ils n'ont pas de formation initiale, ils n'ont pas le matériel adéquat pour faire des expérimentations, etc., etc. Et donc en fait, c'est beaucoup plus un livre sur la déception qu'on peut éprouver à voir le savoir tel qu'il a été accumulé par l'espèce humaine s'éloigner de plus en plus de ce qu'un individu, lui singulier, avec des limitations de force physique, d'intelligence, de moyens financiers, etc., peut atteindre au cours de son existence. On ne saura pas tout. Même un individu qui aurait beaucoup d'opiniâtreté ne pourrait pas atteindre un savoir dans des disciplines très différentes les unes des autres, et donc il y a forcément des moments de renoncement. Alors du coup, comment on se situe par rapport aux disciplines qui ne sont pas les nôtres? Bon, déjà, je pense qu'il y en a certaines qu'on abandonne sans trop de scrupules, juste simplement parce qu'on n'est pas intéressé partout. Quand les gens se spécialisent à la fin du lycée ou dans les études supérieures, ils le font parfois de bon gré. Ils sont contents de laisser tomber telle discipline qui les ennuyait ou avec laquelle ils avaient une franche incompatibilité d'esprit. Mais en revanche, il faut en garder quelque chose. Alors, pour revenir sur cette affaire Sokal, moi je suis assez intéressé par ce que raconte Gilles Deleuze dans son abécédaire là-dessus, indirectement. C'est un film où on lui demande d'égrener les lettres de l'alphabet et de parler d'un thème à chaque lettre. Et je crois que ce film est important pour notre discussion parce que Deleuze, qui est assez difficile à lire, qui a un style très écrit, a aussi voulu produire cette série de vidéos par laquelle, je pense, beaucoup de gens le connaissent. Il y a plein de gens qui ont vu l'abécédaire et qui, du coup, voient un petit peu qui est Deleuze et ce qu'il raconte, alors qu'ils n'ont pas forcément eu le temps, l'énergie, la volonté, ou ils n'ont pas forcément les compétences pour lire ses livres. Donc il a voulu organiser un accès plus facile à une offre par ailleurs très, très complexe. Mais dans ces différents entretiens, il se pose vraiment comme pirate. Et un pirate, c'est aussi quelqu'un qui sans doute reçoit des stimuli ou détourne des énergies. Par exemple, Deleuze a pu le faire avec des sciences, il a pu s'intéresser au chaos et il a pu en faire ensuite quelque chose dans son œuvre, qui n'est pas forcément exact du point de vue de la science, mais qui va apporter une puissance nouvelle à ce que Deleuze, lui, cherche à penser. Donc on prend cette énergie et on la branche sur autre chose, et puis ça donne plus de créativité. Et évidemment, le même traitement s'applique à ce qu'il a fait lui, quand il a fait un livre sur ce qu'est le pli à l'âge baroque à partir de Leibniz. Bien ensuite, ça a influencé, y compris des surfeurs. Il recevait des lettres de surfeurs qui lui disaient à quel point leur lecture du mouvement des vagues, leur lecture du vent, leur lecture de leur pratique professionnelle avait été stimulée, renouvelée par la lecture d'un livre de philosophie sur ce que c'est que la philosophie de l'âge baroque. Et donc, cette manière d'aller chercher des intuitions ailleurs me paraît très importante, quand bien même ensuite on fait un effort de relocalisation, c'est-à-dire on est bien conscient que ce qu'on va utiliser comme concept, ça n'est pas le concept au sens de la physique quantique, mais mais ça va nous donner des idées qu'on n'aurait jamais eues si on était resté dans les bornes de sa propre discipline. De toute façon, c'est le sens originel finalement du mot exister. Dans exister, il y a étymologiquement le concept d'extraction. Et s'il n'y a pas d'extraction, les concepts meurent finalement. Moi, je crois que c'est dans leur mouvement, donc dans leur aller vers l'ailleurs. Mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy parle d'un laisser être l'écart. Il faut absolument que cet écart demeure parce qu'il n'est pas question de former une sorte de magma confus de tous les savoirs. Et pourtant, cet écart, il est là pour qu'on puisse l'enjamber. Et je pense que tu as tout à fait raison sur ce continuum que tu évoquais tout à l'heure. Michel Nurizzani, qui est un critique d'art, un des plus éminents critiques d'art contemporains, qui est quelqu'un qui aime l'art, c'est pas du tout un professeur juré, comme disait Baudelaire à propos des mauvais critiques de son époque, me disait récemment, en fait, je n'aime pas l'art contemporain.
Je n'aime pas l'art contemporain comme je n'aime pas l'art classique. Parce que, évidemment, 90% de ce qui est produit est mauvais. Mais il y a des chefs-d'œuvre. J'aime les chefs-d'œuvre de l'art contemporain comme j'aime les chefs-d'œuvre de Rembrandt. Mais voilà, tout est là. Il y a une profusion de productions dont nous sommes à la fois les spectateurs et les acteurs dans notre propre champ. Et moi, je n'aurais aucun scrupule à dire que je n'aime pas la physique. La grande majorité des articles de physique publiés ne m'intéressent pas du tout et me semblent absconses, voire absolument ridicules. Mais il y a parfois des petits moments de grâce, finalement, où quelqu'un touche quelque chose qui ressemble à la vérité ou à la beauté. Et c'est un peu ce qui compte et que ceci puisse émerger, même si ça passe par un cheminement comme disait Deleuze, sur un mode un peu vicinal comme ça, je crois que ça fonctionne. Et tu sais, Deleuze, les épistémologues, non seulement ne l'aiment pas, mais même lui dénient finalement toute légitimité pour parler de science. À mon sens, ce qu'il a dit sur la science est beaucoup plus profond que la plupart des philosophes des sciences de son temps. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux quelques lignes, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, de Deleuze en particulier, pour parler qu'est-ce que la philosophie sur la science, que ce qu'on peut écrire Popper et Kuhn, parce que je trouve qu'il est un des seuls à avoir pensé que justement la science pouvait avoir un rapport au chaos, puisqu'il l'appelait une des chaoïdes, une des filles du chaos. Il y a la philosophie, l'art et la science, le plan d'immanence, le plan de composition et le plan de référence. Et avoir compris que la science n'était pas nécessairement à penser comme une visée unitaire, ce qui a scandalisé d'ailleurs les rares physiciens de son époque qui le lisaient, je dirais qu'aujourd'hui, il avait plutôt eu une prémonition de ce que semble être la nouvelle histoire des sciences. Et donc, il me semble que c'est un exemple remarquable de quelqu'un qui a été, comme Derrida d'ailleurs, très modeste, qui n'a jamais prétendu savoir ce qu'était la science en détail, mais qui, de par son vécu, son histoire et ses propres références, a eu une intuition de là où elle pouvait aller, non pas, et c'est ça qui est très important je crois, non pas de lui dire ce qu'elle devait être, parce que la philosophie prescriptive est généralement inutile et parfois même dangereuse, en fixant des règles dont il faudrait ne pas s'extraire, mais en lui proposant une interprétation qui lui donnait sens hors champ. Et là, je trouve que cette philosophie de la faille, quelque part, a un rôle essentiel. Et c'est un peu la même chose, finalement, dans le milieu universitaire. Je crois qu'on voit aujourd'hui des étudiants sur lesquels on projette peut-être nos propres fantasmes d'en faire des futurs spécialistes. Peut-être faudrait-il, non pas baisser le niveau, il y a cette espèce de fantasme du nivellement par le bas qui n'existe pas du tout d'ailleurs à mon sens, mais leur proposer en effet une nébuleuse de savoir qui finalement aurait davantage de sens, sachant que nous ne faisons pas forcément face à des futurs spécialistes internationaux de leur domaine, mais à de futurs honnêtes hommes et femmes qui ont peut-être simplement envie de créer des rapports, des hybridations, des boutures, et ça c'est vrai que c'est très difficile à mettre en œuvre dans nos disciplines. Et pour dire un mot peut-être de ça, de l'état de l'enseignement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Un de ses gros défauts, c'est que les praticiens de chaque discipline cherchent leurs futurs spécialistes. Mais ça vaut pour les professeurs de conservatoire en piano qui vont chercher des gens qui seront capables d'avoir des prix ou de faire des carrières internationales, comme ça vaut pour les mathématiciens qui, dès le collège ou le lycée, vont essayer de former de futurs ingénieurs ou de futurs enseignants en mathématiques. Et c'est assez dommage parce que du coup, les gens qui ne se sentent pas cette âme de spécialiste, généralement passent à côté d'une discipline. Moi, je connais quand même beaucoup de littéraires qui ont souffert sous la férule d'un enseignement de mathématiques ou de physique au lycée et qui ensuite y reviennent parce qu'en fait, ce qui les aurait intéressés à l'époque, c'est de recevoir une formation de culture scientifique qui mêle un peu d'histoire des sciences, un peu de philosophie des sciences, entendre parler du Big Bang, comme toi tu peux le faire dans les cours tout publics que tu donnes, et pas forcément avec derrière des équations, avec derrière de la démonstration, etc. Et la même chose vaut de mon côté en littérature. Il y a quelques années, Tsvetan Todorov avait publié un livre qui s'appelle « La littérature en péril », qui était une forme d'autocritique sur ce qu'a produit aussi la critique structuraliste dans les années 60-70. Et ce qu'il disait, c'était qu'on avait peut-être trop focalisé sur les aspects techniques, et donc tous les collégiens lycéens savent repérer des champs lexicaux, des figures de style, etc. Alors qu'au fond, c'est pas pour ça qu'on lit des livres, c'est pas pour leur maniement de ces procédés techniques du langage. Et évidemment, transmettre un goût de la lecture ou une passion pour la littérature serait sans doute beaucoup plus utile, parce que on formerait des gens qui ensuite continueraient leur chemin tout seuls dans la discipline. Et les spécialistes trouveraient également leur chemin là-dedans sans problème.